Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite conférence. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps le dimanche matin de venir récupérer quelques informations qui vous seront fort utiles pour votre préparation, enfin, pour vos concours, hein. Donc le but aujourd'hui, ça va être vraiment de partager voilà, les conseils importants que je peux vous donner avant les concours qui vont se passer dans 2-3 semaines. Et même dans moins que ça d'ailleurs, hein, dans 10 jours, dans 2 semaines, quoi. 10 jours, 2 semaines. Et je vais aussi vous parler de la suite qui est du coup la préparation des épreuves orales. Donc du coup, on va refaire, voilà, rapidement, je vous dis ce qu'on va faire. On va faire le calendrier voilà, des épreuves. Je vais vous donner des conseils pratiques pour le jour J. Je vais vous parler aussi des différentes stratégies que vous pouvez mettre en place pour maximiser vos scores le jour des examens. Et ensuite, on va parler des épreuves orales, l'oral d'anglais et la préparation à l'entretien de motivation, euh, qui est voilà, l'épreuve la plus importante des épreuves orales. La conférence, elle est enregistrée. Je vous enverrai le replay de la conférence demain. Je vous enverrai aussi les slides. Donc le support de la présentation, vous allez le recevoir par mail. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin de tout noter, tout ce qui est écrit. Vous allez tout recevoir vraiment demain. On va commencer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je répondrai à toutes les questions à la fin de la présentation. OK? Donc, je prendrai le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions. Je les prendrai dans l'ordre et donc voilà, vous posez vos questions au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. On va parler, pour commencer, des dates. Donc, le 10 avril, vous allez passer les épreuves écrites du concours accès et le 15 avril du concours Sésame. 2 jours avant les épreuves écrites du concours accès, certains d'entre vous auront peut-être la très bonne nouvelle euh, d'être grand admissible au concours, pour le concours Access. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous êtes grand admissible, c'est si vous faites partie des étudiants pardon, avec les meilleurs dossiers de France hein, qui ont postulé au concours, et donc vous êtes exempté d'épreuves écrites. Vous passez directement les épreuves orales à l'IESEG, à l'ESCA et à l'ESDES. Donc, après, vous choisissez où vous souhaitez vraiment les passer, mais en tout cas, vous êtes exempté et tout se jouera pour vous sur la partie orale. Ok. Donc vous serez au courant que 2 jours avant les concours, ce qui fait qu'il faut continuer de vous préparer à fond jusqu'au 8 avril. Et si le 8 avril, vous avez la bonne nouvelle, c'est génial, c'est que vous êtes grand admissible. Euh, L'année dernière, sur 80 étudiants qui ont préparé le concours Access avec nous, il y en a 5 qui ont été grand admissibles. Ok. Donc le 15 avril ce sera le concours Sésame. Et ensuite, du coup, vous recevrez les résultats des concours, des épreuves écrites, donc le 22 avril et le 29 avril. C'est-à-dire 2 petites semaines après avoir passé les épreuves écrites. Une fois que vous recevez les résultats, c'est important d'être prêt déjà à s'inscrire aux épreuves orales. Je vous explique pourquoi. Le jour où vous recevrez les résultats, déjà, ne paniquez pas si vous avez des difficultés à vous connecter à votre compte. Donc, ça va être sur le site d'Access pour accès sur le site de Sésame pour Sésame. Si vous avez des difficultés à vous connecter à vos comptes sur les sites respectifs, c'est normal. Tous les ans, les sites ils saturent parce qu'il y a 10 000 personnes qui veulent se connecter en même temps et les serveurs, ils ne vous permettent pas de vous connecter tous à la même heure sur le site. Ce qu'il faut faire dans ce cas, du coup, c'est retenter régulièrement votre chance. Et donc, même avant de recevoir le mail comme quoi les résultats sont disponibles, vous pouvez essayer de vous connecter dans la journée. Donc, essayez de vous connecter une fois à 11 heures, il n'y aura probablement rien. Peut-être essayer de vous reconnecter vers 13h30, 14 heures, et après peut-être à 15 heures, et après peut-être à 16-17. OK? Si jamais vous arrivez à vous connecter, à avoir les résultats avant de recevoir le mail, tant mieux. Vous pouvez peut-être même déjà sélectionner vos épreuves, enfin, déjà réserver vos places pardon, pour les épreuves orales. Ça se fait vraiment sur le site d'accès, c'est sur le site de César, la réservation pour les épreuves orales. Donc ça, c'est la meilleure configuration. Sinon, la configuration qui se passera plus, comment dire, probablement pour vous, c'est que vous allez recevoir votre mail, vous allez essayer de voir quels sont vos résultats. Et en fait, ça va bugger. Vous réessayez 1 heure plus tard, ça bug encore, ça bug, ça bug, ça bug. Et vous allez vous connecter à 19 heures, à 20 heures, à 21 heures, à 22 heures, quand vous arrivez à vous connecter. OK? En général, le soir, il y a tout, c'est plus facile que l'après-midi. Le plus tôt vous vous connectez, le mieux c'est à vos résultats parce que
Quand vous allez choisir les créneaux pour vos épreuves orales, ça va être un peu un shotgun. Ça veut dire que le premier arrivé est le premier servi. Si vous êtes admissible à une école, vous êtes sûr d'avoir une place pour un oral. Donc la question ne se pose pas, mais c'est juste que si vous voulez avoir le choix de la date, eh ben, c'est mieux d'avoir, comment dire, de se connecter plus tôt. Donc quand vous arrivez à vous connecter, c'est bien d'avoir déjà un plan sur quels oraux vous voulez passer et essayer déjà de les réserver, OK? Avoir déjà une idée de la période et tout, plutôt que, enfin voilà, plutôt que de se dire: «On se connecte, on regarde et on verra plus tard». Et donc du coup, une fois que vous avez vos résultats, les épreuves orales, elles commencent juste après. OK? Le 25 avril pour, Access, le 2 mai pour Sésame. Sachez que pour Access, il y a assez peu de dates entre le 25 avril et le 1er mai et le 2 mai. OK? Donc il y aura quelques dates, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui passeront les oraux après le 2 mai. OK? Donc si vous n'êtes pas prêt pour les oraux le 25 avril, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas très grave, normalement. Il y a pas de problème. OK? Et donc du coup, les résultats définitifs, je crois que c'est pas le 30 mai, je crois que c'est le 2 juin, il me semble. Je crois que le 30 mai, c'était l'année dernière. À mon avis, j'ai pas bien mis à jour la slide. C'est le 2 juin que vous aurez les résultats définitifs sur, Parcoursup, et quand vous verrez vos résultats, vous avez 3 résultats possibles: admis, en liste d'attente, refusé. Imaginons que votre premier choix, c'est l'IESEG et que vous êtes admis à l'ESCA et en liste d'attente à l'IESEG. Si donc votre premier choix, c'est l'IESEG, votre deuxième choix, c'est l'ESCA, disons. Ce que vous pouvez faire, c'est dire: «Oui, mais» à l'ESCA. Oui, mais ça veut dire que c'est votre vœu préféré, en attendant que tous les vœux sur liste d'attente se débloquent. OK? Et quand vous allez remonter sur la liste d'attente de l'IESEG, par exemple, et ben ça va petit à petit, voilà, petit à petit, vous allez monter dans la liste d'attente et à la fin, vous allez être admis à l'IESEG. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez changer votre vœu et dire oui définitif à l'IESEG, et là, ça va fermer tous vos vœux, toute la procédure de Parcoursup, et ça va vous garder votre place pour l'IESEG. Si vous mettez oui mais à l'ESCA et que vous changez jamais votre oui mais, il finira par se transformer en oui définitif à la fin. OK? Si vous êtes pris nulle part. Donc le oui mais, ça vous garde vraiment votre place. OK? Hem, les inscriptions d'entretien, ça va se faire sur la plateforme, des différents concours, mais les résultats définitifs, c'est sur Parcoursup que vous les aurez. Parfois, la partie liste d'attente, elle peut durer, 2 semaines, 2 semaines et demie, ça peut être assez long, hein. OK? Et donc je vais vous donner un conseil qui est un très bon conseil, je pense, sans me vanter. Heu, c'est que si vous avez, pour idée que l'IESEG, c'est votre premier choix et que l'ESCA, c'est votre deuxième choix, il ne faut pas que vous changiez d'avis par, par vanité ou par ego. OK? Je m'explique. Si vous êtes prêt à l'ESCA, vous êtes en liste d'attente à l'IESEG, c'est stressant la liste d'attente et vous allez avoir envie de dire oui définitif à l'ESCA et dire à l'IESEG: «Bon, ils m'ont pas voulu direct, bon bah tant pis». OK? Alors que si vous mettez un oui mais à l'ESCA et que vous attendiez vraiment, quelques jours ou quelques semaines, vous allez être pris peut-être à l'IESEG et à la fin, vous aurez peut-être votre premier choix. Honnêtement, personne ne saura jamais et personne ne vous reprochera jamais d'avoir été pris à l'IESEG sur liste d'attente ou quoi. Tout le monde s'en fout en fait de ça. Donc, faut pas être pressé et se dire: «Ouais, bah, l'IESEG, ils ont pas voulu de moi directement, je m'en fous, je vais à l'ESCA». OK? Si votre premier choix, c'était l'IESEG, soyez patient. Vous allez à l'IESEG et c'est l'inverse, hein. Si votre premier choix, c'était l'ESCA, vous êtes patient et ensuite vous prenez l'ESCA quand la place se libère pour vous. Donc faut pas stresser et si la place se libère pas, bah, vous allez à l'ESCA et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que en gros, changez pas vos plans le jour des résultats parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font ça. Parce qu'ils se disent: «J'ai été pris, là-bas directement, ils ont pas voulu de moi, tant pis, j'attends pas». OK? En fait, vaut mieux se mettre en «oui mais», ça vous prend c'est aucun risque et à la fin de votre été, tout le monde aura enfin, vous-même, vous aurez oublié que vous étiez sur les attentes. Donc franchement, prenez pas la tête avec ça. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que comme vous le voyez, les épreuves orales, elles commencent quelques jours après la publication des résultats des épreuves écrites. On n'a pas le temps de se préparer aux oraux sur 3 jours. C'est évident, OK? Il nous faut 2 semaines dans l'idéal pour se préparer aux oraux. Donc ce que je vais vous demander, c'est que de commencer vos préparations aux oraux, soit juste avant les épreuves écrites, soit le lendemain des épreuves écrites. OK? Donc vous pouvez faire peut-être une séance avant les épreuves écrites ou alors la première séance juste après les épreuves écrites, ça passe aussi. Mais après voilà, c'est bien d'avoir du temps parce qu'il y aura du travail entre les séances, vous aurez des recherches à faire, vous aurez des choses à travailler. C'est un travail qui est très agréable, le travail de préparation, aux épreuves orales.
enfin, qui est très sympa à faire, honnêtement, mais c'est un travail qui demande du temps. Et donc, du coup, en 2 semaines, on peut très bien se préparer aux oraux. On en reparlera plus tard. Et par contre, on peut pas, si vous attendez le 22 avril, il y aura un problème. Ou le 29, enfin, ou le 29 avril, c'est trop tard pour qu'on puisse vraiment bien se préparer. OK? Du coup, vous allez passer les épreuves écrites le 10 avril et le 15 avril, et j'ai quelques conseils à vous prodiguer, à vous partager. La première chose, c'est que l'année dernière, j'ai un étudiant qui a eu des bugs avec le système de l'IESEG, avec la plateforme de l'IESEG, et j'ai une cinquantaine d'étudiants qui ont des problèmes avec Sésame. C'est énorme. OK? Ceux qui n'ont pas eu de problème, ils ont tous fait les mêmes choses. Première chose, c'est que ils ont utilisé Chrome sur PC ou sur Mac. OK? Si vous avez pas un PC, pas un Mac, enfin si vous avez par exemple un comment on appelle ça? Enfin si vous avez un vieux Mac d'ailleurs, ou un vieux PC, en dessous de Windows 10, ou si vous avez un Chromebook ou un truc comme ça, vous ne pourrez pas passer les concours. En termes de navigateur, il vous faut Chrome. Safari, ça marche pas. Explorer, ça marche pas. Firefox, ça marche pas. C'est Chrome qu'il faut. OK? Donc je répète, il vous faut Chrome. Avant les concours, quelques jours avant, il faudra mettre à jour tous les logiciels. Donc SmallCM, le logiciel de surveillance de Sésame, votre navigateur Chrome, vous le mettez à jour, la plateforme TIA, vous la mettez à jour, et pour Access, vous mettez bah, du coup Chrome et Wiseflow à jour. OK? Ça devrait vous aider à pas avoir de bugs. Si jamais vous avez des doutes sur quoi que ce soit, vous contactez les concours juste avant pour leur poser vos questions. Moi, je pourrais pas vous aider, mais eux, ils pourront vous aider. OK? Sachez que si le jour J, vous avez des bugs, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est que en ligne, vous allez avoir une, un support. OK? Donc vous devez contacter le support pour leur dire que vous avez des problèmes de connexion. Le support, il va être, peut-être réactif, peut-être qu'il sera réactif, mais peut-être qu'il ne le sera pas du tout. OK? En général, si c'est comme l'année dernière sur Sésame, c'était une autre plateforme pour Sésame, hein, je vous rassure, c'était pas, Tega. Mais si vous avez 5 000 personnes qui ont un bug en même temps, ou 3 000 personnes qui ont un bug en même temps, ce qui s'est passé l'année dernière, le support, il va être complètement dépassé, il ne pourra pas vous aider. Vous pouvez avoir la plateforme qui freeze, des minutes qui disparaissent de votre écrit, il vous reste 10 minutes et tout d'un coup, il vous reste 3 minutes. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Heu, la calculatrice qui freeze complètement, on ne peut pas l'utiliser. Ou alors, par exemple, pour passer les documents de l'analyse documentaire, ça ramait à fond. OK? Ça, c'est pour tous ceux qui n'avaient pas mis à jour leur logiciel. Quand vous avez un problème comme ça peut être tellement frustrant que ça peut vous empêcher de travailler, carrément. OK? Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir dans la pièce d'à côté, si c'est possible, un parent qui, en cas de galère, pourra appeler ses âmes et pourra me prévenir. OK? Moi, ce que je ferai de mon côté, c'est j'irai chercher les informations auprès des parents, auprès de Sésame, et cetera. Je ferai le même travail que vous. Le seul truc, c'est que si vous êtes 50 à faire la même chose, bah, peut-être que parmi vous, il y en a qui auront réussi à trouver une solution et il y en aura qui auront réussi à avoir Sésame. Et donc, moi, je pourrais centraliser les informations et vous les repartager. Hier, il y a un étudiant qui a eu une très bonne idée. Il a dit pourquoi pas faire un groupe WhatsApp avec tous les étudiants et tous les parents même. Comme ça, le jour J, euh, en cas de problème, vous pouvez partager les informations dessus. J'ai essayé de le faire, hein, en début d'année, le groupe WhatsApp, sauf que WhatsApp, ils m'ont interdit de faire des groupes aussi grands, comme si j'allais vous spammer, en fait. Parce que je dois pas être dans les contacts de tout le monde. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de distribution. C'est ce que j'ai fait là avec vous, là, pour vous envoyer les informations sur ce concours. Une liste de distribution, ce qui fait que je peux vous envoyer un message à tous les élèves en même temps ou à tous les parents en même temps. Donc, s'il y a un souci, je pourrais vous envoyez des instructions à tout le monde en même temps, en parallèle. Moi, je serai joignable le jour du concours et je sais que vous allez me dire: «On n'a pas le droit de parler à quelqu'un d'autre le jour du concours» et cetera. Si votre truc, il est complètement bloqué, complètement gelé et que vous êtes complètement désespéré, vous serez super content d'avoir un parent pour vous aider à côté et ils vous diront rien parce que en fait, juste vous ne pourrez pas être, en capacité de tricher étant donné que vous ne pourrez juste rien faire du tout. OK? Donc si jamais ça arrive et voilà, faut être prêt à réagir et surtout, faut pas stresser. Ça peut arriver et sachez que quand ça arrive, on a des moyens de faire des réclamations et d'avoir une réparation. OK? L'année dernière, le jour de l'examen de Sésame, après tous ces bugs, on a fait une conférence en urgence le soir. Moi, le lendemain, j'ai eu le directeur de Sésame au téléphone.
On a obtenu toute la procédure qu'il fallait pour obtenir réparation. Je l'ai partagé aux parents, aux étudiants. On a tous fait le nécessaire et ceux qui ont été lésés le jour du concours ont eu réparation. Ce qui peut se passer aussi, c'est que s'il y a eu un problème sur un examen, un gros bug, ils peuvent vous faire repasser l'épreuve le soir à 18 h. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. OK? Donc normalement, ça ne devrait pas arriver. Ça n'aurait jamais dû arriver d'ailleurs. Maintenant, d'expérience, faut s'attendre à tout. Et donc, si jamais, partez du principe que ça peut bugger et qu'il faut être capable de réagir si ça bug. OK? Merci pour la décoration, Lucas. Et donc, ça, et ça va, tranquille. Et donc, du coup, partez du principe que ça peut bugger et que bah, si ça bug, il faut être prêt à réagir. Et ça ne veut pas dire que votre concours il est foutu à l'eau. Pas du tout. Il y a plein de moyens d'obtenir réparation, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, ne paniquez pas, restez super concentrés. Et voilà, si vous avez la possibilité d'avoir de l'aide à côté, nous, on va synchroniser derrière pour essayer de trouver la meilleure solution pour que le jour, pour que le soir même ou que le lendemain ou qu'après vous obtenez réparation. OK? Pour éviter le maximum les erreurs, il faut faire les sujets blancs sur la plateforme Wiseflow, là, les tests de la plateforme, faites-les pour s'assurer que tout fonctionne. Je sais qu'il y a déjà des étudiants qui ont testé la plateforme, qui ont eu des bugs. Bah, vous avez une deuxième chance de la tester, j'ai plus la date en tête, mais voilà, faut vraiment tester et être sûr que tout fonctionne. Et il faut faire la session préparatoire de Sésame. OK? Ensuite, j'ai des conseils à vous donner sur la veille des concours. Alors, il y a plusieurs écoles par rapport à ça. La première école, c'est de se dire le jour du concours, il faut que je me couche super tôt. En fait, je ne suis pas hyper pour ce conseil-là. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous vous couchez trop tôt, vous allez juste passer votre nuit à réfléchir au concours en boucle dans votre tête. Couchez-vous aux horaires habituels, mais pas trop tard, évidemment. Et il faut être prêt à se connecter aux plateformes au moins avec 1 heure d'avance. Sachez une chose aussi, c'est que c'est très, très, très fréquent pour des étudiants de faire des nuits blanches avant un concours parce qu'ils sont stressés. Ça ne vous indiquera Ça ne vous handicapera pas, pardon, le jour du concours. Vous pouvez très bien faire une nuit blanche et être super performant le jour du concours. C'est juste que le soir, vous allez être fatigué. OK? Donc, faut pas vous stresser par rapport à ça. Si vous faites une nuit blanche et que vous n'arrivez pas à dormir, vous ne serez pas dans des moins bonnes conditions que les autres pour réussir. Vous arriverez à faire toutes les épreuves sans problème. OK? C'est juste le soir, vous allez être rincé, c'est normal. OK? Autre chose, autre conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment garder confiance pendant les épreuves. En fait, le jour J, que ça soit pour Sésame ou pour Access, il y a tout le temps des innovations qui sont faites. OK? Il y a toujours quelques questions qu'on n'a pas pu préparer avec vous parce qu'en fait, il n'y a jamais de questions de ce format-là qui sont tombées. Alors nous, on a suivi tout le programme, mais on peut toujours se faire surprendre sur certaines choses. OK? Il y a des espaces de flou, il y a des nouveautés tous les ans. OK? Si jamais vous avez des surprises, ne paniquez pas. Tout le monde a des surprises. Tout le monde a la surprise. C'est pas, vous ne serez pas les seuls. Ce serait une nouveauté pour tout le monde. Et quand vous avez ce type de nouveauté-là, il faut juste réfléchir, se poser, essayer de répondre à la question. En général, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre aux questions. OK? Et quand bien même vous n'arrivez pas à répondre à une, 2, même 3 questions d'affilée, il ne faut pas perdre confiance. En fait, c'est des épreuves pardon, qui sont très, très longues. Vous allez faire énormément de questions. Et en fait, la partie confiance, elle va dans les 2 sens. Quand vous arrivez à faire 3, 4 questions d'affilée, vous allez avoir l'impression que vous pouvez avoir 20 à l'épreuve. OK? Et au contraire, quand vous faites 3, 4 questions où vous êtes en difficulté, vous allez complètement paniquer et vous allez tout oublier, plus savoir quoi faire. Ça, faut vraiment éviter que ça arrive et donc du coup, il faut réussir à reprendre sa respiration, rester calme et se dire: «OK, là, j'ai je suis en difficulté sur ce type de questions-là». Si vous êtes sur Sésame, vous pouvez très bien vous dire: «Je passe les questions, tranquille, je vais faire ce que je sais faire et après je reviens dessus» et là, ça vous aurez l'esprit plus clair et ça va mieux se passer. OK? Pour Access, c'est pareil. Sauf que vous ne pouvez pas revenir en arrière sur les questions. Mais il y a tellement de questions, par exemple en anglais, s'il y a 2-3 questions que vous ne savez pas faire, vous pouvez en passer et après, bah, c'est pas grave. Il y a tellement de questions, vous pouvez vous racheter sur le reste. Sachez par exemple que sur le concours Access, on a toujours des 20 à toutes les épreuves et par contre, typiquement en anglais, je pense pas qu'on ait des étudiants qui est bon à toutes les questions. OK? Mais en fait, vous pouvez avoir 20 sans avoir tout bon. Vous pouvez avoir 20 sans avoir tout bon. Ceux qui ont 20, c'est ceux qui sont c'est ceux qui ont enfin, c'est les meilleurs étudiants. OK? Et donc tous les ans, on a des étudiants qui ont 20 en synthèse, 20 en anglais, 20 en mathématiques et pour les autres pour Césame aussi, on a des 20 sur chaque matière et donc du coup, ce que ça veut dire, enfin pour Césame, pas nécessairement d'ailleurs sur chaque matière, parce que parfois, en enjeu contemporain, c'est difficile d'avoir vraiment 20 sur 20, heu, par exemple. Mais vous pouvez avoir 15, 16, 17.
Donc du coup, pour en revenir voilà, au concours Access, même si vous n'avez pas à tout faire, sachez que vous pouvez quand même avoir une très très bonne note. Et par ailleurs, les notes pour être vraiment admissibles dans les écoles, même dans les meilleures écoles, c'est pas des notes qui sont si élevées que ça. C'est pas comme au lycée. C'est pas comme au lycée où la moyenne de la classe elle est à 15. La moyenne, elle n'est pas à 15 hein, aux épreuves, elle est à 10. OK? Donc quand vous avez 12, vous avez une bonne note en fait déjà, par rapport à plein d'étudiants. OK? Vous avez 12, vous avez 13, vous avez 14, vous avez c'est des très bonnes notes en fait. Enfin, 12, c'est pas très bon, mais vous avez 14 ou 15 une épreuve, c'est une très bonne note en fait. Les moyennes sont basses. OK? Sachez que vous êtes hyper préparés et vous allez être face à des gens qui se sont préparés moins que vous dans 95% des cas, et il y en a même qui ne se seront peut-être pas préparés du tout. Vous allez les manger, même en étant, comment dire, même en ne réussissant pas à répondre à tout, vous allez les manger, pour de vrai. Donc, soyez confiants, vous êtes prêts pour les épreuves et ça va bien se passer. Honnêtement, il y a aucune raison que ça se passe mal. Vous avez tout pour que ça fonctionne. Si jamais vous vous sentez pas confiant sur certaines matières, vous avez encore le temps de réviser. Là, vous pouvez pas, faire l'autruche, par contre, il faut travailler. Si vous n'êtes pas à l'aise encore, il faut travailler et si jamais vous sentez que vous avez besoin encore d'être rassuré, de revoir des choses, vous avez peur d'oublier des choses, il y a toujours la possibilité de faire, le week-end de révision. D'ailleurs, pour le week-end de révision Access, je vais fermer les inscriptions demain, OK? Et pour le week-end de révision Sésame, je vais les fermer, je pense, vendredi, OK? Mais en tout cas, si jamais vous avez besoin de tout revoir avec nous, on verra beaucoup de choses pendant les week-ends de révision, OK? C'est le but du week-end de révision, c'est s'assurer que toutes les connaissances sont bien en place, poser ces dernières questions et être en confiance. Normalement, vous avez pas spécialement besoin de ça parce que vous êtes censé déjà avoir tout travaillé et d'avoir bien travaillé ça. Mais si vous sentez que ça peut être un plus pour vous, bah, n'hésitez pas. Et enfin, dernier conseil, gardez toujours en tête la gestion du chrono. Il y en a plein qui se font avoir à cause du temps. En fait, vous êtes sous contrainte de temps pendant tout le concours, que ce soit Access ou Sésame. Et donc, c'est hyper important que vous preniez, l'habitude de toujours travailler avec une contrainte de temps. Maintenant, je ne veux plus vous voir faire des entraînements sans chrono, OK? Donc habituez-vous à faire des sujets complets avec le chrono. Ensuite, vous regardez les corrections, vous regardez là où vous avez eu faux et vous essayez de refaire les exercices que vous n'avez pas compris, OK? Mais l'idée, c'est habituez-vous toujours au chrono et le jour J, ne vous laissez pas déborder par le chrono. Il faut toujours avoir le chrono en tête, OK? Je le répète, ayez toujours le chrono en tête, c'est hyper, méga, ultra important. Voilà. Maintenant, je vais vous donner carrément des conseils stratégiques pour avoir le maximum de points le jour des concours. Pour le concours Sésame, en fait, vous allez pouvoir naviguer entre les questions. Donc les questions longues et les questions que vous ne savez pas faire, vous les gardez pour, la fin, OK? Hem, Comme ça, vous faites toutes les questions que vous savez faire et à la fin, une fois que vous avez fait toutes les questions que vous savez faire, vous retournez sur les questions plus longues que vous savez faire, OK? Et vous finissez, vous faites le maximum de questions pour l'épreuve. À la fin de chaque épreuve, il faut prendre 3 4 minutes pour répondre au hasard aux questions que vous n'avez pas réussi à faire. Pourquoi on prend 3 4 minutes et pas genre juste 1 minute? Parce que en fait, quand il y a une question que vous ne savez pas faire, bah, sur les 4 réponses qui vont être proposées, il y en a peut-être une, vous allez savoir que c'est pas ça la bonne réponse. Une, vous pensez qu'elle vous la trouvez bizarre aussi et il y en a peut-être vous allez peut-être hésiter entre 2 finalement. Bah, répondre au hasard entre 2 questions, c'est beaucoup mieux que de répondre au hasard entre enfin, pardon, répondre au hasard entre 2 réponses, c'est beaucoup mieux que de répondre au hasard entre 4 réponses. Et donc si vous faites ça sur beaucoup de questions pendant les différentes épreuves, ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de points. OK? Donc prenez le temps, pour les questions que vous ne savez pas faire, de relire les questions, d'écarter les réponses aberrantes ou les réponses trop bizarres et de mettre la réponse que vous pensez être la plus probable. Il y a pas de point négatif à Sésame, ça veut dire qu'il faut répondre à toutes les questions. C'est interdit de laisser un blanc. Ça, c'est vraiment une très grosse erreur de laisser un blanc. C'est le pire que vous puissiez faire. Pour l'analyse documentaire, vous le savez, il y a 3 types de questions. Questions de repérage, questions d'analyse, questions de synthèse. Pour les questions d'analyse, il y a plusieurs réponses correctes. Donc imaginons, il y a 3 réponses correctes. Si vous mettez les 3 bonnes réponses, vous avez tous les points. Si vous mettez 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Une bonne réponse sur 3, un tiers des points. Et si vous mettez une bonne réponse, enfin, par exemple, 2 bonnes réponses et une mauvaise réponse, vous avez 0 point. Dès que vous mettez une mauvaise réponse, vous avez 0 point. Ça veut dire que le jour J, quand vous êtes sur une question d'analyse, vous mettez que les réponses dont vous êtes absolument sûr. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne mettez pas la réponse. Parce que sinon, ça va pas vous annuler toute la question si vous avez faux. Alors que si vous avez eu bon sur 2 questions, par exemple, et que la troisième
vous avez un doute, vaut mieux prendre deux tiers des points sûrs plutôt que prendre le risque de tout mettre en l'air. OK? Et sachez que sur ça vaut beaucoup de points les questions d'analyse. Sachez que sur toutes les questions d'analyse, si vous avez jamais de questions sur lesquelles vous avez 0 point parce que vous avez mis une réponse fausse, ça va vous faire gagner énormément de points. Énormément. C'est un gros game changer. Donc faites hyper attention à ça. On met que les réponses dont on est sûr sur l'analyse documentaire. OK? Pour le concours Access. Je regarde, il y a plein de questions. Je regarde si je peux les prendre derrière. Ouais, je pourrais les prendre après. Pour le concours Sésame, juste pour vous dire, il n'y a pas de brouillon papier. Pour le concours Access, vous avez un brouillon papier pour la synthèse et pour les maths. OK? Donc pour l'épreuve de synthèse, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire au brouillon votre synthèse, si vous avez le temps. À part si vous êtes vraiment pris par le temps. Sinon, vous faites votre synthèse au brouillon. Le but, c'est que quand vous allez améliorer votre synthèse, ensuite, vous allez pouvoir faire différentes versions, mais vous gardez la trace en fait de vos versions précédentes. Donc si vous rédigez votre synthèse et vous vous dites: «Attendez, je vais réécrire ce paragraphe» et vous voyez finalement c'est pas top, bah, vous avez toujours la trace du paragraphe que vous aviez écrit sur papier. La deuxième chose aussi, c'est que si vous écrivez tout directement sur ordinateur, c'est déjà arrivé un étudiant qui, sans faire exprès, fasse tout et du coup, il peut pas récupérer sa synthèse. C'est dommage ça quand même. Donc le fait de l'avoir écrit sur papier avant, si jamais ça vous arrive même à un quart d'heure de la fin, vous pouvez tout recopier. OK? Et donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir voilà, de faire la synthèse au brouillon sur papier pour Access. Si vous êtes vraiment très pris par le temps, il vous reste qu'une demi heure au moment où vous commencez à rédiger votre synthèse. Là, dans ce cas-là, vous faites la direct sur l'ordi. OK? Vous avez pas le temps de l'écrire à la main. Ça serait du temps perdu. OK? Hem, pour l'anglais et les maths, il y a des points négatifs en cas de mauvaise réponse et il y a des bonus si vous avez 4 bonnes réponses. Je m'explique. Pour chaque question, vous allez avoir 4 propositions en anglais et en maths. Enfin, raisonnement logique et mathématique, on se comprend. A, B, C, D. Si vous répondez pas, vous avez moins 1,5. Si vous répondez faux, vous avez -1. Si vous répondez juste, vous avez 0. Donc c'est comme si vous aviez tous les points au début et vous perdez des points en fait au fur et à mesure. Donc ce qui fait que si vous répondez au hasard, en fait, soit vous avez -1, soit vous avez 0. Et si vous répondez pas, vous avez -0,5. OK? Vous, vous avez enfin, si j'étais à votre place, j'éviterais de trop répondre au hasard parce que si vous avez de la chance, tant mieux pour vous, mais si vous n'avez pas de chance, ça peut vous plomber tout le concours. OK? Donc on évite de répondre au hasard. Sauf quand on est sûr de 3 réponses. Quand on est sûr de 3 réponses, par exemple pour ABC vous êtes sûr, mais pour D vous avez un doute. En fait, si vous répondez juste aux 4 réponses, vous allez avoir un bonus de plus 1,25. Le bonus, il est tellement intéressant que si vous avez une chance sur 2 de prendre le bonus, il faut absolument essayer de le prendre le bonus. Donc si vous avez 3 questions dont vous êtes sûr, il faut répondre à la quatrième. Absolument. S'il y en a 2, si vous êtes sûr de 2 réponses et il y en a 2 pour lesquelles vous avez des doutes, soit vous le sentez bien et vous dites: «OK, je suis joueur et je vais tenter de répondre aux 2 autres», soit vous répondez pas aux 2 autres, OK? Si vous êtes sûr d'une réponse ou de 0 réponse, dans ce cas-là, vous répondez pas aux autres questions. Vous passez à la question. Si vous êtes sûr de 2 réponses et vous dites: «Je vais être joueur», il faut être joueur sur les 2 sur les 2 autres propositions, pas sur une seule. Sur une seule, ça c'est bête de faire ça, OK? Donc vous êtes joueur, soit vous êtes joueur sur les 2, soit vous êtes pas joueur. Sachez que si vous faites ça, vous mettez du risque dans vos réponses. OK? Donc vous mettez de la variance dans votre test, ça veut dire que vous prenez le risque d'avoir une moins bonne note que votre niveau. Vous prenez le risque aussi, enfin vous prenez la possibilité peut-être d'avoir même une meilleure note que votre niveau. Mais bon, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment, faire attention à ce que vous faites. OK. Donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. Si j'ai pas été clair, je répondrai aux questions après. OK. Je répondrai à toutes les questions après de toute façon, vous inquiétez pas. Maintenant, on va parler de la préparation des épreuves orales. Donc, heu déjà, pour la majorité des écoles, les épreuves orales, ça se fait en présentiel. Donc vous allez devoir être un peu en tournée dans toute la France parfois. Sachez que vous passez un oral par école. Ça veut dire que si vous avez postulé à plusieurs programmes pour une école et dans plusieurs campus, vous allez passer un seul entretien pour tous les campus et pour tous les programmes. Donc imaginons, vous postulez à l'ESCA, vous voulez rentrer à l'ESCA Bordeaux et il n'y a plus de place à Bordeaux pour passer les entretiens. Vous allez à Aix-en-Provence pour passer vos entretiens. Ça se passe très bien. Ça vous empêchera pas d'être admissible à l'ESCA Bordeaux. Ça change rien que vous ayez passé les oraux à Bordeaux ou à Aix-en-Provence. Ce sera la même chose. OK? Donc vous aurez la possibilité d'aller à Bordeaux ou à Aix-en-Provence ou à Paris, où vous voulez. OK? Hem, pour toutes les écoles, vous allez avoir un entretien de personnalité qui va durer entre 20 et 45 minutes.
ok? C'est l'épreuve la plus importante. Ça va compter entre 60% de la note pour les oraux et 80% en général. Ok? Dans certaines écoles, il peut y avoir un format particulier. C'est par exemple le cas de l'IESEG, où lors de l'entretien, qui dure 45 minutes, vous allez avoir 8 minutes où on va vous présenter, enfin, on va vous présenter en début d'entretien deux documents, deux images. Vous aurez 8 minutes pour réfléchir sur ces images, et ensuite vous allez faire, comment dire, vous allez présenter l'image que vous avez choisie. Ok, donc vous allez choisir une image parmi deux, vous présentez l'image que vous allez choisir, et après vous allez débattre de la signification avec le jury. Il faut rattacher ça à l'actualité, à votre culture générale. Donc c'est pour ça que les étudiants enfin, c'est important de revoir aussi les cours d'enjeux contemporains qu'on a déjà fait, pour ceux qui ont fait des cours d'enjeux contemporains, parce que ça vous permet de revoir toutes les actualités. Ok? Et donc ça va vous servir pour les oraux de l'IESEG notamment. Vous allez aussi, hem et ensuite, une fois que vous avez fait ces 12 minutes, après vous avez 25 minutes d'entretien de motivation classique. Voilà. Pendant quand vous faites la préparation aux oraux, pardon, on vous prépare à tout ça, OK? On vous prépare à tout ça, on vous prépare à ce type de format particulier et donc du coup, il faut juste dire à votre, jury à votre prof que vous préparez l'essai et que vous allez avoir ce format-là et lui va vous préparer. Le type d'image que vous pouvez avoir, ça va être par exemple l'année dernière, il y a eu, le logo d'Amazon, il y a eu, Enigma, la machine, il y a eu, que je vous dise pas de bêtises, il faut que je me souvienne. Il y a eu quoi d'autre? Il y en a eu, ça me revient pas. Je pourrais checker après si vous voulez. N'hésitez pas à me redemander en commentaire si vous voulez que je vous donne plus d'exemples, ça va me revenir. Et le logo d'Amazon, il y a eu Enigma, j'en ai plein des exemples en plus, hein, normalement. Bref, c'est ce type d'image-là, quoi. Il y a eu, c'est pas forcément des images d'actualité. Si, il y a eu, ça va me revenir. Je l'ai sur le bout de la langue. Il y a eu la théorie de l'évolution de Darwin. Il y a eu c'est pas forcément d'actualité, stricte, enfin bref, voilà, vous avez eu ce type, d'image-là. Donc nous, on a une banque d'images aussi, sur lesquelles, qui sont vraiment dans le thème que de ce qui est fait à l'IESEG et on vous entraîne vraiment à cet, exercice-là. Vous avez aussi un entretien d'anglais dans la plupart des écoles, OK? Dans quasiment toutes les écoles. Il dure entre 15 et 30 minutes. Il y a plusieurs formats qui existent, je vais vous les présenter les formats. Ça vaut entre 20 et 30-40 de la note, 30-35 de la note. C'est assez important en réalité, c'est assez important, mais si vous êtes excellent à l'oral, normalement, vous ne pouvez pas vous faire planter par l'entretien d'anglais à part si vous avez une très mauvaise note. C'est-à-dire qu'en ayant 10 en anglais, vous pouvez être pris partout, en étant très bon à l'entretien de personnalité qui a un plus gros coefficient. À l'entretien de personnalité, nous, quand on vous prépare, on vise le 20, OK? Donc vous n'aurez pas 20 partout, ça c'est évident. Mais en fait, on vous prépare, nous, comme si vous étiez un étudiant de prépa. Vous êtes un peu surpréparé. Mais d'un autre côté, le fait de se préparer aux entretiens de motivation comme on vous prépare, ça vous servira pour les écoles. Mais ça vous servira aussi, après, vous pourrez appliquer la même méthodologie pour des entretiens de stage ou des entretiens enfin, professionnels, type entretien RH, entretien de motivation. Vous pourrez le préparer exactement de la même manière, à quelques ajustements près. Euh, et donc, du coup, pareil pour les entretiens d'anglais, on peut vous préparer. C'est assez spécifique, les entretiens d'anglais, on en reparlera tout à l'heure. Et dans certaines écoles, il y a des entretiens collectifs. C'est le cas à l'ESCA, c'est le cas à l'EM Lyon, c'est le cas à Excelia, je crois. OK? Pour les entretiens collectifs, on vous donne plein de conseils pendant la préparation aux oraux, aux entretiens de personnalité. On vous donne plein de conseils sur quoi faire, OK? Sur comment interagir avec les autres. On ne fait pas un entraînement spécifique. Pour l'ESCA, le format, ça va être pour ou contre. Vous êtes un groupe de peut-être 8 étudiants et ils vont vous dire, exemple, pour ou contre les os. Les os, ZOO. Pour ou contre, les influenceurs sont des modèles de réussite, pour ou contre. Ça, c'est un exemple de sujet qui est tombé l'année dernière aussi. OK? Hem, quoi d'autre? Bon, voilà, c'est des exemples de sujets. Il faut faire une liste d'arguments pour, une liste d'arguments contre. Ce qui va compter au-delà des arguments que vous allez donner, c'est comment vous allez interagir avec les autres, socialement. Et pour ça, en fait, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour, hem, gagner facilement des points et pour être vraiment utile au groupe. OK? Donc ça, on en reparle pendant les entretiens. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Je peux vous donner quelques exemples. Si vous pouvez, par exemple, gérer le temps.
Ça demande, c'est très facile à faire et ça vous rend tout de suite utile. En fait, le timing va être important. Vous allez avoir peut-être 30 minutes de préparation, c'est rapide. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un toujours qui va faire attention au temps et qui va timer aussi les différentes étapes dans la réflexion en fait, que vous allez avoir. Vous pouvez juste prendre le stylo et prendre les notes et récapituler régulièrement. OK? Vous pouvez avoir un rôle aussi où vous allez donner la parole un peu à tout le monde et notamment solliciter l'avis de ceux qui parlent le moins. OK? C'est aussi un moyen d'être utile. Ça, c'est des choses, quel que soit le sujet, vous pouvez faire ça. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre groupe qui prend des notes, vous allez peut-être pas prendre enfin, vous allez peut-être pas aussi faire ça, OK? Vous n'avez pas besoin de, voilà, de sauter sur le stylo. Mais par contre, sachez que voilà, vous pouvez faire ça. Si ces rôles ils sont pris, bah, c'est pas grave. Mais ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire facilement pour être utile le jour de l'entretien. Pour l'EM Lyon, l'épreuve collective, elle est très particulière. C'est un entretien de créativité. L'année dernière, l'entretien de créativité, c'était, on vous donnait une pile de Lego. Vous étiez 4 dans votre équipe. Je crois que c'était par 4. Vous étiez 4-5. On vous donnait une pile de Lego, je crois que c'était 4. Et il fallait construire la tour la plus haute possible avec le moins de Lego possible en 45 minutes. Et à la fin, on mesurait votre tour et on pesait les Legos qui vous restaient, que vous n'avez pas utilisés. OK? Ce qui était très, bizarre dans cette épreuve, c'est que vous voyez les autres groupes travailler en même temps que vous. Et donc du coup, le fait de voir les autres groupes travailler en même temps que vous, ça rajoute de la compétition, hein, et du stress. OK? Et donc, c'est à vous de montrer le fait de savoir à quoi vous attendre, normalement, ça devrait vous aider. Il faut bien gérer son stress, il faut réussir à bien réfléchir, faire preuve de créativité. Vous pouvez aussi regarder ce que les autres font pour vous inspirer de ce qu'ils font, d'ailleurs. C'est pas obligé d'être une mauvaise chose, hein, qu'il y ait d'autres gens avec vous. Et en fait, ça va vous aider, comment dire? Vous allez être noté, en fait, on s'en fout que votre tour soit la plus grande. Ce qui compte, c'est la réflexion que vous allez avoir et la manière dont, avec laquelle vous allez interagir avec les autres. OK? Vous pouvez avoir 20 sans avoir la plus haute tour. OK? Mais c'est bien, voilà, de se poser les bonnes questions et de réfléchir de manière pratique à comment on peut faire pour construire. OK? Dans la plupart des écoles, il y a pas d'entretien collectif. Voilà. Du coup, pour l'oral, l'anglais. Donc, selon les écoles, vous allez avoir plusieurs choses que vous devrez faire. La première chose, c'est que vous devez savoir vous présenter en anglais. La présentation, on va la travailler en français pour les entretiens de motivation. On fait, pour ceux qui font la partie entretien d'anglais, le travail sur l'entretien d'anglais, on va traduire ça, remettre en forme pour que ça soit clean pour être pour que ça soit clean pour ce qu'on vous demande pour les entretiens en anglais. Il faut savoir aussi parler de votre projet pro, de vos motivations pour intégrer l'école. Ça, pareil, c'est comme un entretien de motivation classique, mais en anglais. OK? Pour certaines écoles, vous allez avoir des textes à commenter en anglais, ou alors peut-être qu'on va vous donner des images, on va vous demander de parler de l'image en anglais. Et après, vous allez faire un petit débat dessus. OK? Vous pouvez aussi, dans le cadre de l'ESCA, on vous donne des thématiques à préparer en anglais, et ensuite vous pouvez travailler dessus. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous pouvez discuter aussi de l'actualité en anglais. Tout ça, on prépare, on peut le préparer. La préparation qu'on fait pour les oraux d'anglais, c'est des préparations où vous êtes 3 étudiants par cours. Il y a deux cours en tout. OK, il y a 2 séances de 2 heures. Vous êtes 3 par séance. Donc avec vos 2 autres camarades, vous les retrouverez pour du coup, la deuxième séance. Ce sera toujours le même groupe et vous allez travailler sur tout ça. La présentation en anglais, parler de son projet pro, et de pourquoi on veut faire les écoles. Le commentaire de texte en anglais, qu'est-ce qu'on attend, comment on doit s'organiser, et cetera. Les thématiques, vous allez les préparer et vous allez aussi discuter de l'actualité. OK? Donc vous aurez aucune surprise normalement derrière. Heu Donc c'est 2 séances de 2 heures, 3 étudiants par séance. C'est 180 € la préparation aux oraux d'anglais, si vous voulez la faire. OK? C'est une préparation qui est moins importante que la préparation de l'entretien de personnalité, parce que l'entretien de personnalité, ça va être, allez, en général, 2 tiers de la note. OK? Donc si vous êtes très fort sur l'entretien de personnalité, si vous êtes déjà bon en anglais, par exemple, si vous êtes très bon en anglais, peut-être que vous n'avez pas besoin de préparer l'oral d'anglais avec nous, juste entraînez-vous à faire ce que je viens de vous dire. OK? Et ça va aller. Si vous avez plus de difficultés à vous exprimer en anglais, bah, clairement, ça peut vraiment vous aider de faire ça. Voilà. Ou si vous avez besoin d'être mis en confiance sur les épreuves, ça peut vous aider aussi. Voilà. Mais le plus important, ça reste l'entretien de personnalité parce que c'est ça qui va être la plus grosse partie de la note. Donc, franchement, ce que je vous déconseille, c'est d'avoir une personne qui me dise: «Je m'inscris juste pour, me préparer à l'entretien d'anglais, mais pas à l'entretien de personnalité». Si vous faites ça, ça veut dire que l'entretien de personnalité, vous le préparez avec quelqu'un dans votre entourage qui sait vous préparer. OK? Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça peut très bien marcher, mais préparez-vous.
L'année dernière, j'ai eu le cas d'un étudiant très fort, qui était très très fort aux épreuves écrites, hein, d'ailleurs, très sympa d'ailleurs. Et quand il a vu qu'il avait cartonné les épreuves écrites, il s'est dit, moi, l'entretien, je le passe tout seul, ça va être les doigts dans le nez. Il a eu des notes éliminatoires à l'ESCA et à l'IESEG, et au final, il est pas rentré en école de commerce, il est préparé que Access. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es pas du tout préparé? En fait, il se sentait tellement en confiance. Il dit, moi, je suis à l'aise à l'oral. Il y a été, les mains dans les poches. Il a eu une note éliminatoire, c'est moins de 5, note éliminatoire. Alors, je ne sais pas ce qu'il leur a raconté, mais en tout cas, en fait, il y a des choses à préparer quand vous faites un entretien, et donc là, on va en discuter. Donc, ce qu'ils recherchent les écoles quand vous faites un entretien personnalité, c'est d'avoir des étudiants motivés, qui connaissent vraiment bien l'école, qui ont une personnalité dynamique, c'est-à-dire qui ont plein d'activités extrascolaires, plein de centres d'intérêt, qui sont curieux et qui ont des valeurs qui correspondent aux valeurs de l'école. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut avoir un projet professionnel qui est réfléchi, qui explique que, en gros, vous savez vraiment pourquoi vous souhaitez faire une école de commerce. En fait, on n'attend pas de vous que vous ayez, enfin, comment dire? On n'attend pas de vous que vous ayez un projet qui soit défini, que vous allez vraiment mettre en place le jour J, enfin dans 5 ans. On n'attend pas de vous qu'on vous que vous disiez, par exemple, que, heu, dans 5 ans, vous voulez absolument faire de la finance de marché, pour telle boîte, machin. C'est pas ça qu'on attend de vous. Par contre, entre une personne qui va dire: «Moi, je suis intéressé par la finance» et une personne qui va dire: «On verra en fonction des matières», la personne qui est intéressée par la finance, si on creuse et qu'elle arrive à nous justifier pourquoi, elle aura toujours un avantage. Pourquoi? Ce qu'on cherche en fait, quand on fait passer des entretiens, c'est des étudiants qui sont vraiment posés la question de pourquoi ils veulent faire une école de commerce. Et donc le fait de dire que vous voulez travailler dans la finance, il ne s'agit pas de raconter un mensonge ou quoi. En fait, il s'agit de montrer que vous soyez vraiment intéressé à la question, que vous avez vraiment creusé la chose. Donc montrer que si vous dites: «OK, je suis intéressé par la finance, ça a l'air intéressant», bah, posez-vous des questions sur la finance. OK, c'est quoi la finance d'entreprise? C'est quoi la finance de marché? C'est quoi les différents types de métiers qui peuvent exister? C'est quoi les cours qu'on doit faire? On va faire en finance les premières années de mon cursus. C'est quoi les spécialisations dans l'école qui peuvent m'amener à travailler dans la finance? C'est quoi les entreprises partenaires de l'école dans lesquelles je pourrais faire un stage en finance? OK? Est-ce que j'ai des proches autour de moi qui travaillent dans le milieu de la finance? Est-ce qu'il y a des anciens élèves de l'école et cetera? Et donc en fait, le fait de vous poser toutes ces questions-là, quand on va vous interroger dessus et ben, en fait, vous aurez plein de choses à raconter qui montrent que vous êtes vraiment posé la question de pourquoi vous voulez aller dans l'école et pourquoi vous voulez faire de la finance. Même si vous faites pas ça à la fin, vous pouvez très bien dire: «Je suis quand même ouvert, en fonction de ce que je vais découvrir en école, à faire évoluer mon projet professionnel et cetera». Mais en fait, une personne qui aura pris le temps de réfléchir, elle passera toujours devant quelqu'un qui l'aura pas fait, l'effort. OK? Donc on n'attend pas de vous que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire. On attend de vous que vous soyez vraiment posé la question de: «Pourquoi je suis là, en fait?» Et cet exercice intellectuel, il est très important et on le travaille bien évidemment, enfin, on va vous demander de le faire et on va le travailler quand on préparera, les entretiens. Du coup, nous, là, je vais vous parler vraiment de la méthodologie avec laquelle on vous prépare aux entretiens. Quand on vous prépare à vos entretiens de personnalité, on identifie 4 piliers. Alors, il y a beaucoup de prépas qui disent: «Ouais, c'est très classique de dire il y a 3 piliers, c'est-à-dire personnalité, expérience, un peu ensemble, projet pro, école». Ce schéma-là, au final, qui revient à peu près au même, hein, mais c'est un schéma qui est très, très bien quand on est en bac+4, bac+3, bac+4, en ST quoi, ou quand on est en post-prépa. Quand on est en post-bac, je trouve que c'est beaucoup mieux de réfléchir en personnalité, expérience école avec le projet professionnel au milieu. OK? Dans la personnalité, en fait, c'est juste un framework, en fait, c'est une manière de travailler, c'est comment dire? C'est un cadre, en fait, les 4 piliers dont je vous parle. Donc la première chose, ça va être la personnalité. La personnalité, ça va être vos qualités, vos défauts, vos centres d'intérêt, ça va être aussi, un succès, un échec, une personnalité qui vous inspire, vos spécificités. OK? OK. Les spécificités, c'est des choses dont on va pas particulièrement parler, mais ça peut être, par exemple, j'ai vécu à l'étranger, ça peut être, j'ai un trouble de l'attention, ça peut être ce que vous voulez. Si vous avez un trouble de l'attention, vous avez pas besoin de le dire en entretien. Mais par contre, si le sujet, il arrive, en fait, heu, enfin, pendant l'entretien, c'est bien d'avoir préparé la chose pour pouvoir bien en parler. OK? Pareil, quand on vous fait travailler sur, heu, sur vos qualités, vos défauts, vous en parlez jamais, vous n'en parlez jamais, sauf si on vous pose la question. On peut vous poser la question. Pareil pour votre échec, vous en parlez jamais. OK? Donc vous êtes là pour briller. Vous êtes là pour séduire, en fait. OK? Donc quand vous voulez séduire, vous montrez que la meilleure partie de vous-même. OK? Et ce qui est moins glorieux, vous le gardez pour vous, c'est pas le moment de le montrer. Voilà. Au niveau des expériences, ce qu'il faut préparer, ça va être,
heu, vos expériences pro, vos expériences associatives, vos projets perso aussi que vous avez déjà développés, si vous en avez déjà développé. Donc des projets perso, ça peut être par exemple, j'ai monté une pièce de théâtre, ça peut être, je fais des concerts dans des j'ai déjà fait des concerts, ça peut être, j'ai monté un petit business. Ça peut être, dans mon garage, je fais des, châteaux de j'ai fait une ville en Lego, quoi. Enfin, c'est ce que vous voulez. Ça peut être même, voilà, je suis mécano à côté, enfin je fais de la mécanique ou, j'en sais rien, OK? Tout ce qui rentre pas dans les cases, en fait, mais qui est vraiment intéressant. Vous avez aussi la partie sport et la partie voyage, hein, que je rentre dans la partie expérience, OK? Et enfin, vous avez la partie enfin pas enfin, mais vous avez aussi la partie école. Pour la partie école, on la prépare pas directement avec vous. On vous dit tout ce qu'il faut préparer, OK? Et on vous donne pas de fiches, en fait, sur les écoles parce qu'on veut que vous fassiez les recherches, c'est le meilleur moyen d'apprendre des choses, réellement. OK, pour l'école, il faut connaître les différents cours que vous allez avoir, les cursus, les associations, les échanges que vous pouvez faire, les doubles diplômes, les spécificités de l'école, les valeurs de l'école, la stratégie de l'école parfois, si on pousse vraiment, les entreprises partenaires, enfin tout ce genre de choses-là, faut le connaître, OK? Et donc le prof, il vous dira sur quoi faire votre recherche. Et il doit y avoir votre projet professionnel. Votre projet professionnel, il doit être connecté un petit peu, bah, du coup, enfin vous allez le connecter à l'école, vous allez le connecter à votre personnalité, vous allez le connecter aussi à vos expériences. Il vous permet de vous dire: «Bah, pourquoi en fait je fais une école de commerce? Qu'est-ce qui m'intéresse en fait? C'est quoi les débouchés qui m'intéressent?» Le but encore une fois, c'est pas de deviner exactement ce que vous allez faire plus tard et d'avoir une idée très précise, c'est vraiment de se poser la question, de creuser la chose, de réfléchir quel secteur peut m'intéresser, ou alors quel type de métier peut m'intéresser et ensuite de faire vraiment vos recherches dessus. Les préparations aux oraux qu'on fait, pour qu'elles soient vraiment efficaces, on les fait de manière individuelle. Parce qu'en fait, à chaque personne son profil. Et donc du coup, quand on fait la préparation aux oraux, la première séance qu'on fait, c'est une séance qui est vraiment théorique. C'est la séance où on va identifier tous les points à préparer pour l'étudiant. C'est ce que j'appelle le squelette de l'entretien, le squelette de la présentation, c'est-à-dire que vous allez avoir un document Word avec tous les on va essayer le prof, il va essayer d'identifier tous les éléments qu'il faut préparer pour l'entretien. C'est tous les éléments, desquels on parlera, pendant l'entretien. OK? Donc c'est un travail qui se fait de manière individuelle et il va vraiment creuser avec vous sur ce qu'il faut dire, ce qui est important et faire en sorte qu'on n'oublie rien. OK? Le but de la première séance, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, de tout identifier, toutes les choses importantes, enfin desquelles vous devez parler et il va aussi vous guider sur ça c'est bien ou ça c'est moins bien, ça faut le dire différemment, et cetera. OK? Ça prend 2 heures en général, la première séance. Ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus court, mais ça prend en général 2 heures environ et sur ces 2 heures-là, vous allez tout identifier, vous allez réfléchir au projet professionnel et le prof, il va aussi vous montrer, pour chacun des sujets que vous avez identifiés, comment vous devez préparer chacun des thèmes. OK? Donc tout ce qu'il faut préparer, à chaque fois, c'est bien d'avoir différents angles, on va dire, pour parler des différents points. Le but, c'est que quand vous parlez de vous, vous avez des clés que vous pouvez utiliser. Vous avez toujours des idées avec des exemples que vous pouvez mobiliser, en fait, devant le jury pour être toujours efficace dans vos réponses. Le prof, pendant la première séance, il vous explique aussi, il vous donne aussi plein de conseils pour les entretiens collectifs et il va vous donner aussi enfin voilà, il va faire aussi un travail sur pardon, donc il va tout identifier. Il va vous montrer aussi sur quelques exemples, sur trois quatre exemples, comment vous devez développer chacun des thèmes. OK? Si vous avez le temps, vous travaillez aussi sur la partie présentation. Si vous ne le faites pas à la séance 1, vous le faites à la séance 2. OK? La deuxième séance, c'est aussi une partie c'est encore un point théorique. Entre la séance 1 et 2, vous devez préparer tout ce que le prof vous a dit de préparer. C'est-à-dire que vous avez le squelette de votre entretien que le prof a fait, hein. C'est le prof qui écrit pendant la séance 1 et donc du coup, vous avez un document, Google Doc qui est partagé, comme ça vous voyez en direct ce qu'il écrit. Ainsi Nat est en train de mettre des checks partout. Vous avez tu peux arrêter s'il te plaît? Parfait. Donc du coup, sur, la séance, 2 pardon, vous allez entre la séance 1 et la séance 2 pardon, entre la séance 1 et la séance 2, vous allez devoir tout remplir en suivant les exemples de développement qu'a fait le prof. OK? C'est important de faire le travail de la manière la plus minutieuse possible. Mieux vous faites ce travail-là, plus on pourra aller dans le détail dans la séance 2. Et lors de la séance 2, donc ça va vous prendre entre une demi-journée et une journée pour tout préparer. OK? C'est un sujet qui vous intéresse, normalement, ça parle de vous. OK? Donc n'ayez pas la flemme, faites-le à 100 et n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Si vous voyez que c'est trop long à préparer, vous le faites en 2 fois.
Mais par contre, il faut bien le faire. Plus ça sera fait proprement, plus la base, elle sera solide, et plus ça sera facile d'avoir 20 à l'entretien. OK? Lors de la séance 2, le prof, il va reprendre tout ce que vous avez fait. OK? Et donc il va compléter votre fiche avec vous. Plus votre contenu va être qualitatif, plus on va aller dans le détail. Si vous avez rien fait, bah, il va le faire avec vous. Le truc, c'est qu'on aura beaucoup moins de temps. On n'aura que 2 heures pour faire, tout le travail et donc du coup, vous finirez il n'aura pas le temps de tout finir, le prof, à la fin, vous devrez compléter tout seul, ce que vous n'avez pas fait. OK? Et puis, ce qu'il aura fait, il va devoir vous poser plein de questions et donc du coup, bah, il devra aller plus vite, en fait, donc ça sera moins fort. Donc le mieux vous le faites, le plus efficace ça sera. OK? Chaque séance, elle coûte 120 euros. Donc, faites bien le travail, comme ça vous rentabilisez les 120 euros de chacune des séances, quand même. C'est des séances individuelles, avec des profs qui ont été jurés en école, où on prépare pour la plupart d'entre eux, qui ont une grosse expérience sur les oraux. Moi, pour recruter les profs, ce que je fais, c'est que je leur fais me passer à enfin, tous me font passer un entretien et me font un débriefing derrière. OK? Donc j'ai fait des entretiens avec tous les profs, et j'ai fait des briefings avec tous les profs, j'ai gardé que les meilleurs. OK? Donc c'est que des profs qui sont très forts et qui sauront hyper bien vous conseiller. Donc la séance 2, séance théorique, on remplit on finit de remplir, voilà, tout son squelette qu'on a préparé. Le prof, il va aussi vous expliquer comment vous pouvez faire des liens entre chacun des sujets. OK? Le but, c'est que quand on parle d'un sujet, vous allez savoir à chaque fois, identifier à chaque fois vers quel autre sujet vous pouvez aller, quelles ouvertures vous pouvez faire pour ouvrir la discussion pour le jury. Et la troisième chose, c'est que vous allez, du coup, travailler toute la présentation. C'est le prof qui va écrire encore une fois pour que vous ayez un truc très, très clean. La présentation, c'est le seul truc qui est vraiment rédigé, que vous devez connaître par cœur pour votre entretien, parce que ça dure à peu près 1 minute 30. C'est la première impression que vous allez donner, au jury et en fait, c'est un moment très important dans l'entretien parce que quand le jury ne sait pas quoi vous poser comme question, il va rebondir sur ce que vous avez dit dans votre présentation. OK? Donc c'est important d'avoir fait quelque chose de vraiment clean au moment de la présentation, de vraiment qualitatif pour que le jury ait déjà des billes importantes et si vous avez, je ne sais pas si dans votre présentation vous avez, si vous faites du foot par exemple en club à un très haut niveau et vous ne le dites pas dans votre présentation et qu'en fait ça vient jamais dans la discussion, peut-être que le jury sera jamais au courant de ça. Alors que si vous l'avez déjà mentionné dans la présentation, et bah, au moins ça aurait été dit une fois. OK? Donc c'est très important cette partie-là aussi. Donc ça, c'est les 2 premières séances qui sont très théoriques, qui durent à peu près 2 heures en général. La séance, elle se termine en réalité quand on a fini de tout faire. Donc ça peut durer 1h30, 1h45, 2 heures, 2h15, 2h20 quand ça traîne vraiment. OK? Il faut prévoir des créneaux de 2 heures en général pour les séances 1 et 2. La séance 3, 4 et 5, c'est plutôt des séances qui durent 1h30. La séance 3, c'est l'entretien décomposé. C'est un exercice assez particulier. En général, une fois que vous avez fait toute la partie pratique, c'est bien, c'est béton ce que vous avez. Maintenant, il faut apprendre ce qu'on a travaillé et il faut aussi préparer les informations sur au moins une école pour passer l'entretien. Donc du coup, on vous a donné le détail en séance 1 de tout ce qu'il fallait préparer sur les écoles. Prenez l'école que vous préférez et préparez tout sur cette école-là. OK? Comme ça, vous pouvez vous tester sur une école que vous connaissez. Donc lors de l'entretien, vous dites au prof quelle, école vous avez choisie et il vous fait un entretien décomposé. L'entretien décomposé, c'est qu'il vous pose des questions et après chacune de vos réponses, il va vous expliquer ce que vous avez dit de bien, ce que vous avez, dit de beaucoup moins bien. Il va aussi vous dire ce que vous auriez pu dire. Étant donné qu'il connaît très bien votre profil puisqu'il aurait fait les séances 1 et 2 avec vous, il pourra vous dire ce que vous auriez dû dire en fait, les sujets que vous aurez pu ouvrir et les ouvertures aussi que vous aurez pu faire vers d'autres sujets aussi. Et en fait, le fait de faire ce travail-là, ça vous permettra de comprendre exactement il y a quoi dans la tête du jury. Quand vous dites quelque chose, qu'est-ce que le jury entend réellement? Et en fait, ce décalage-là, ça vous permet de comprendre vraiment les attentes du jury et donc en fait, après de lui offrir les réponses qu'il veut au monde du jury. Et la deuxième chose qui est très importante avec l'entretien décomposé, l'entretien déstructuré ou décomposé, c'est que le prof va aussi vous expliquer en fonction de votre réponse, quelles questions il peut poser. OK? Et il vous dira aussi: «Si tu m'avais dit ça, j'aurais pu te poser ça aussi comme question». En fait, un entretien, c'est comme une discussion et donc du coup, le jury va rebondir sur ce que vous dites. Et le fait de comprendre ça, ça vous permettra en fait, en faisant des liens entre vos différentes expériences, vous pouvez mener le jury vers les questions que vous voulez. Donc, quand vous parlez du foot, si vous faites une ouverture sur le fait que vous êtes capitaine d'équipe et qu'en fait, c'est un rôle que vous aimez bien, le rôle de leader, c'est un rôle que vous aimez bien, enfin, comment dire? Que vous aimez bien remplir parce que c'est aussi le rôle que vous avez chez les scouts, je sais pas quoi, après on parlera des scouts. OK? Et donc du coup, en fait, vous pouvez jouer avec le jury en faisant en sorte de rester toujours dans votre zone de confort et d'aller de sujet en sujet et de continuer de briller. Et vous pouvez anticiper 80 ou à 90 des questions parfois. OK? En faisant ce travail-là. Vous pouvez avoir 20 sans réussir à le faire, mais si vous arrivez à le faire, vous êtes dans un confort absolu.
OK? Et donc le prof vous expliquera bien comment on choisit les questions. Et enfin, les séances 4 et 5, c'est les entretiens de motivation qui sont vraiment, comment dire? On va être assez exigeants, qui vont être assez avancés. Ça va être des entretiens d'à peu près 50 minutes avec un débriefing qui dure à peu près 40 minutes. OK? Donc ça dure à peu près 1 heure et demie. Si on voit qu'il y a des choses qui ont posé problème, et bah, après le débriefing, on a encore du temps pour retravailler les choses qui posent problème. Par exemple, on dit: «Ah, finalement, la présentation, il y a des choses qu'on devrait changer» ou quand on parle du projet pro, ça, c'est pas clair et cetera. Vous avez encore du temps pour réfléchir après, le débriefing dessus. OK? Les entretiens de motivation, en général, le premier entretien de motivation, il y a encore beaucoup de choses à corriger. OK? Le deuxième entretien de motivation, en général, vous êtes vraiment bien. OK? Et le débriefing, il est beaucoup plus sur les détails. Si après 5 séances, le prof, il considère que vous êtes pas prêt, il me le dit. Et s'il y a besoin de faire une sixième séance ou une septième séance, c'est avec moi que vous les faites et c'est gratuit. Je vous fais plus payer au-dessus de 5 séances. Parce que normalement, vous êtes censé être prêt en 5 séances. Dans 95 des cas, ça sera le cas. Si jamais c'est pas le cas, je vous prends en individuel. Et en fait, je préfère, comment dire? Heu, 1000 fois, prendre de mon temps gratuitement avec vous et vous êtes vraiment prêt, plutôt que vous envoyer à la guerre et que ça marche pas. OK? Donc si on vous envoie, c'est qu'on est sûr. Si au bout de 3 sé enfin voilà. Donc normalement, en faisant 5 séances, là, c'est 100 de réussite l'année dernière. OK? Vous pouvez faire aussi une préparation accélérée en 3 séances. Quand vous faites la préparation accélérée en 3 séances, ça je le recommande, c'est pour les étudiants qui sont vraiment à l'aise à l'oral. OK? Un étudiant qui est vraiment à l'aise à l'oral, il peut se préparer en 3 séances. Ça fonctionne très bien. Franchement, la préparation je sais pas les stats exacts, mais ça fonctionne très bien, la préparation en 3 séances. OK? Quand vous faites une préparation en 3 séances, soit vous faites séance 1, séance 2 et un entretien, soit vous faites séance 1, séance 3 et un entretien. En général, il faut faire plutôt 1, 2 et entretien, mais pour certains profils d'étudiants, 1, 3 entretien, ça fonctionne très bien aussi. OK? Ça dépend du profil. OK? Donc la préparation aux entretiens de motivation, c'est 120 € la séance. Soit vous faites 5 séances, soit vous faites 3 séances. Et la préparation aux oraux d'anglais, c'est 2 séances, 2 heures par séance, 180 €. Vous êtes en individuel pour les entretiens de motivation, vous êtes 3 parcours pour les oraux d'anglais. OK? Ça fonctionne très, très bien. Quand on vous prépare pour les entretiens de motivation, c'est pour avoir 20. Donc normalement, si vous avez bien fait le travail, vous ne devez jamais avoir moins de 15 et vous devez avoir, 20 pour les entretiens. Donc vous allez avoir des 15, 16, 17. Les moyennes, c'est à peu près 17 de moyenne aux oraux, avec une préparation en 5 séances, sur toutes les écoles. OK? Et donc normalement, ça doit marcher. OK, maintenant je prends le temps de répondre à toutes vos questions et j'ai vu qu'il y en a eu beaucoup. Alors, bonjour, c'est donc nous qui choisissons la date, et l'heure de l'oral suivant les créneaux disponibles. Oui, c'est vous qui allez choisir les oraux et d'ailleurs pour les entretiens de motivation, ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous vous inscrivez avant le 16 avril, je vous garantis que vous avez une place avec un coach. Au-delà du 16 avril, normalement, il doit y avoir des places, mais si vous vous inscrivez genre le 20 avril et vous me dites: «Ouais, est-ce que, il vous reste des places pour préparer les oraux?» S'il y a plus de place, il y a plus de place. Autre chose, imaginons, on prépare les oraux et les résultats tombent et finalement, il y a pas les écoles que vous voulez. Normalement, ça doit pas arriver, mais bon, imaginons que ça arrive et vous me dites: «Finalement, je peux me préparer aux oraux». Évidemment, toutes les séances que vous n'avez pas faites, je vous les rembourse, mais toutes les séances que vous avez faites, bah, elles sont payées. De toute façon, moi, je les paye au prof. OK? Donc mais par contre, les séances que vous faites pas, ça, on peut vous les rembourser. C'est vous qui choisissez, mais normalement, ça ne devrait pas arriver, hein, le cas que je viens de vous dire. C'est juste au cas où si vous posez la question, on vous tient pas en otage, bien évidemment. Juste pour vous dire, pour les oraux d'anglais, pour les entretiens de motivation, c'est individuel. Donc en fait, quand vous vous inscrivez, donc je vous envoie la facture une fois que vous avez réglé, je donne votre contact à un coach, le contact de l'étudiant et le coach va contacter l'étudiant et va fixer les séances avec l'étudiant. OK? Donc en fonction des dispos du coach, en fonction des dispos de l'étudiant, si jamais pour l'étudiant, ça lui convient pas les dispos du coach, mais normalement ça devrait aller parce qu'il y a de la flexibilité, je peux changer de coach, hein, il y a aucun problème. OK? Mais normalement ça doit être bon. Mais donc du coup, vous pourrez vraiment les fixer en fonction de vos disponibilités à vous. Pour les entretiens d'anglais, les places sont un peu plus limitées, donc normalement, il y aura des places pour tous ceux qui souhaitent le faire aussi. Par contre, je vous demande de ne pas attendre la dernière minute, parce qu'après en termes d'organisation, c'est 2 séances. C'est pas si simple que ça à organiser, OK? Donc si vous me demandez le 20 avril de vous inscrire pour les cours d'anglais, soit il reste une place, tant mieux, soit sinon c'est mort, OK? Par contre, si vous me demandez avant le 16 avril, normalement c'est bon, OK? Je laisse qu'au 16 avril, mais voilà. Après en fait, ce truc, c'est qu'il y a les 2 séances avant que les entretiens commencent vraiment, c'est pas si simple que ça. Peut-on avoir plusieurs oui mais? Non, c'est un oui mais. Un oui mais. Quand vous mettez oui mais à un vœu, ça va annuler tous les vœux que vous ne voulez pas et ça va garder que celui que,
que vous avez mis en oui mais, plus tout ce qui est en liste d'attente. Bonjour. Alors, est-ce que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Les préparations aux épreuves orales, elles se font que à distance. OK? Donc, toutes nos préparations aux épreuves orales se font à distance. Pour l'anglais, aussi bien que pour les entretiens de motivation. Ça fonctionne très bien, vous inquiétez pas, mais c'est 100% distanciel. Bonjour, tous les oraux ont-ils lieu à Paris ou est-ce en fonction de la date d'inscription et des places disponibles? En fait, les entretiens, les vrais entretiens, je ne parle pas de la préparation aux entretiens, les entretiens, ça va se faire dans les campus des écoles. Et donc, il y en a pour qui ça va être à Paris, d'autres pour qui ce sera dans d'autres villes. Ce qui peut se passer parfois, c'est que dans la ville la plus proche de chez vous, il n'y a plus de place pour les entretiens et que vous deviez vous déplacer. Donc, par exemple, vous passez l'IESEG, vous habitez à Paris, il n'y a plus de place pour les entretiens de l'IESEG à Paris, vous devez aller à Lille. C'est très très mal fait, malheureusement ça peut arriver. Il est toujours possible d'appeler les écoles pour essayer de négocier avec elles. Sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous êtes prêt à l'oral pour une école, ils vous garantissent qu'il y aura au moins une place pour vous pour les oraux. Voilà. Lucas demande quand est-ce que c'est la session obligatoire de Sésame, sur quelle plateforme? Elle est déjà passée, je vous avais envoyé un mail à l'époque et c'est sur la plateforme de Sésame. OK? Si jamais tu n'as pas fait ce travail-là, Lucas, tu as intérêt à appeler Sésame demain, c'est très important. Mais si tu peux tester après, ouais, si vous pouvez retester le logiciel, vous pouvez. Parce qu'en fait, il y a écrit il faut le faire avant le 6 avril, ce qui insinue que vous pouvez quand même le repasser. C'est vrai pour Lucas. OK? Donc, c'est vrai ce que tu viens de dire, Lucas, donc refais-le. OK? Et voilà, bah, Thomas qui dit: «Je viens de me connecter à Teia et visiblement on peut entrer sur les sessions maintenant». Donc c'est-à-dire que tu m'as pas écouté pendant que j'étais en train de raconter ma vie, mais ça veut dire que d'un autre côté, tu as fourni une information précieuse pour les autres. Donc c'est bien. N'hésitez pas à vous connecter à Teia avant et entrer sur les sessions dès maintenant pour tester. Pour le concours Sésame, pas de feuille de brouillon, c'est interdit. Oui, il y a pas de les raccourcis clavier, ils sont bloqués normalement sur la plateforme. OK? Pour la synthèse Access, doit-on vraiment faire un mini plan avec intro problématique malgré la limite de caractère? Lucas, Lucas, tu as fait une préparation à la synthèse. On t'a tout expliqué de A à Z. D'où tu me poses cette question? Oui, tu fais exactement ce qu'on t'a expliqué en cours. Tu fais vraiment un plan détaillé, le plus détaillé possible, avec une intro, avec une problématique. Ça change tout. S'il te plaît, n'essaie pas de réinventer la roue. On t'a tout expliqué. Tu suis les explications. On t'explique pour que tu aies 20, OK? On t'explique ce que tu dois faire. N'essaie pas de réfléchir à ce que tu dois faire de différent, tu vois? Tu suis la méthodologie, ça va marcher, OK? Et donc oui, il y a pas de blocage. Par rapport aux coefficients pour les épreuves Access, 9 en maths, 7 en synthèse, 4 en anglais. Si on est moins à l'aise avec l'anglais, par exemple, mais est-ce qu'on peut mais qu'on réussit bien les autres épreuves, ça devrait passer. Camélia, oui, ça peut passer, oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, Camélia, juste pour te dire, c'est vraiment pas, la moyenne, hein, aux épreuves, c'est pas 15/20. Donc si tu as 15 en maths et que tu as 9 en anglais et qu'à la synthèse, tu as une bonne note, genre 14 ou 15, ça a de très bonnes chances de passer. OK? Thomas demande: «Est-ce qu'on peut dépasser les 385 caractères?» Tu peux, c'est juste qu'il faut surtout pas le faire, en fait. Tu es pénalisé, faut que tu respectes les consignes, en fait. La question ne doit pas se poser. C'est entre 315 et 385 caractères. Si tu veux dire de plus que 385 caractères, bah, tu effaces des choses. Tu le dis pas, tu le fais pas. Il faut respecter les consignes, OK? C'est pas une marge de 20, c'est une marge de 10 Camélia. Mais 10 dessus, 10 en dessous, ça fait 20 en vrai, si tu veux. C'est entre 315 et 385 mots pour la synthèse. OK? Respectez les consignes, s'il vous plaît. J'apprécie pas du tout que le débat ait lieu, dans le sens où on vous a tout expliqué. Pourquoi vous reposez encore les questions? C'est ça pourquoi? Quelles sont les autres quelles sont les autres écoles qui font des oraux plus particuliers comme l'IESEG? Alors Juliette, tu as l'IESEG qui a un entretien qui est particulier, tu as Excelia qui a un entretien qui est assez particulier, avec une partie qui est collective. Ils vous expliqueront, hein. À l'ESCA, ils vous font aussi une petite épreuve à l'écrite, une petite épreuve écrite de culture générale. Donc ça, il faut revoir les, les, pardon, faut revoir, heu,
faut revoir les enjeux contemporains, les fiches de révision des enjeux contemporains. Et donc voilà, tu vas avoir l'Amiens aussi. En fait, tu as plusieurs écoles qui ont des formats particuliers. Ils vont tout vous expliquer sur les formats de toute façon après, t'inquiète pas. OK? Et nous, on va reprendre ça avec vous. La prépa aux oraux, c'est en plus. C'est pour ça que j'ai affiché les prix. Pour les oraux, on doit obligatoirement choisir une cause qui nous tient à cœur ou pas? Bah, tu fais ce que tu veux, Camilla. Soit tu le fais pas et on pose une question dessus et après tu te débrouilles. Soit tu le fais et après, bah, si on te pose la question, bah, tu sauras quoi répondre, quoi. C'est juste, c'est pas bizarre qu'on te pose la question. Enfin, c'est une question qui est classique en entretien. Donc c'est pour ça que c'est bien de le préparer. Mathilde, la préparation pour l'oral sont-elles individuelles? J'ai déjà répondu à la question, oui. Concernant Sésame, comment est calculée la note de dossier quand c'est une note bonus? La note de dossier, en fait, c'est eux qui te la donnent, c'est opaque, et c'est en fonction de tes notes en terminale. C'est pas bonus, hein, c'est un coefficient. Quand se déroulent les préparations aux oraux? Les préparations aux oraux, elles commencent, les inscriptions pour les préparations aux oraux, je vais ouvrir les inscriptions demain, ok, pour se préparer aux oraux. Donc, du coup, je peux vous envoyer tout de suite d'ailleurs le lien pour vous inscrire. Comme ça, vous pouvez déjà vous inscrire à la préparation aux oraux. Et je vous renverrai un mail demain et je vous le renverrai par WhatsApp, je pense. Et ensuite, vous pouvez commencer la préparation aux oraux quand vous voulez. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit juste avant les épreuves écrites, de commencer la préparation, soit juste après. Donc, je vous mets le lien d'inscription. Je reviens sur les questions, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une grande différence entre une préparation complète et accélérée si on bosse bien à côté au vu des résultats des anciennes années? On est debout ou assis pendant les oraux? C'est une très bonne question. En général, tu vas être assise pendant les épreuves. On va te demander de t'asseoir. OK? On va te proposer de t'asseoir, tout le monde est assis. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la préparation complète et accélérée si on bosse bien à côté au vu des résultats des anciennes années? Juliette, si tu es vraiment déjà à l'aise à l'oral, tu peux faire une préparation complète. Moi, une préparation accélérée, pardon. La préparation accélérée, c'est pour les gens qui sont vraiment à l'aise. Et quelqu'un qui est vraiment à l'aise, en 3 séances, il peut être prêt. OK? Donc moi, dans ton cas, en plus, je te connais, je pense que toi, en préparation accélérée, ça peut suffire. Voilà. Et si jamais, non, mais en vrai, je pense que dans ton cas, ça pourrait aller, tu vois? Heu, Après, c'est toi qui vois ce que tu préfères faire. Le fait de travailler de manière en accéléré, par contre, c'est-à-dire qu'il faudra que tu travailles très bien entre les séances de manière autonome, mais je pense que tu pourras. Je sais que tu es à l'aise à l'oral, je sais que tu auras pas de difficulté, je pense qu'en 3 séances, tu as le profil des personnes qui peuvent faire 3 séances. À quel moment la lettre de motivation est-elle prise en compte? Avant ou après écrit oral? En fait, c'est surtout pour la note du dossier, ils peuvent prendre en compte, la lettre de motivation, donc ça, c'est important, mais au moment des oraux, en fait, le jury va récupérer votre lettre de motivation. Ils n'auront pas beaucoup d'informations sur vous, mais ils auront votre lettre de motivation et ils auront vos, centres d'intérêt. OK? Donc du coup, on peut vous poser des questions, dessus à ce moment-là. Peut-on, attendre les résultats des écrits pour faire la préparation accélérée aux oraux? En fait, si vous attendez les résultats des écrits, ça veut dire que, heu, les oraux commencent 3 jours après. En gros, c'est-à-dire qu'il faut vous préparer en 1 semaine maximum, en gros. C'est très short. C'est très short, mais c'est possible, mais c'est très short. Ce que je vous conseille, c'est au moins de faire minimum une séance avant les résultats, si ce n'est 2. OK? Si vous faites qu'en 3 séances, vous pouvez faire minimum une séance, par exemple, avant. Il faut avoir commencé. OK? Il y a du travail entre les séances, ça se fait pas en 2 secondes comme ça. Juliette demande: «Les séances de préparation, c'est de quand à quand exactement?» J'ai pas bien compris. En fait, les séances de préparation, vous pouvez les commencer à partir de très bientôt. Enfin, en fait, quand vous voulez, en fait. Si tu t'inscris aujourd'hui, Juliette, le coach te contacte et après tu peux fixer tes séances comme tu veux. Si tu fais une préparation accélérée, moi je serais toi, je mettrais la première séance le lendemain des épreuves écrites ou juste après ou 2 jours après, tu vois? Et là, tu peux te préparer en 3 séances. Si tu fais une préparation complète, dans l'idéal, tu peux faire même une petite session, une session peut-être juste avant les épreuves ou alors commencer au lendemain des épreuves écrites, à partir du 16. Et le but, c'est de finir ta préparation aux oraux.
entre le 30 avril et le 4 mai. OK? Entre le 25 avril même et le 4 mai. OK? C'est à ce moment-là qu'il faut terminer. Alors, question un peu étrange, mais est-ce qu'on peut compter sur nos doigts pour les maths? Donc ça, tu peux le faire. Est-ce que tu peux te parler tout seul ou cela va être considéré comme une suspicion de triche? J'éviterai de parler tout seul par contre. OK? Pour répondre à Juliette. Ah! Ouais, Thomas, ouais. Est-ce que ta question sur les mots? Ouais, mais t'inquiète pas, je te charrie de toute façon, il y a pas de souci. C'est juste, je veux être sûr qu'il y ait pas d'erreur. Mais oui, tu peux écrire plus de 385 mots et écrimer par la suite, il y a aucun problème. Mais t'inquiète, t'inquiète. Tu fais bien de poser tes questions en réalité. Je devrais pas à t'afficher comme ça quand tu posais. C'était une bonne question. Enfin, c'est une très bonne réflexion. Noémie, au niveau des oraux, c'est marqué sur Parcoursup, selon les programmes, que l'oral se passe en anglais et pour d'autres en français pour une même école. Mais donc, il n'y a pas qu'un seul oral par école. En fait, pour les écoles, parfois, vous allez avoir plusieurs épreuves. Une épreuve en français, une épreuve en anglais. C'est juste si vous faites, en fait, un cursus anglophone, vous pouvez avoir votre entretien en anglais directement. Juste pour vous dire, si jamais vous avez des bugs le jour J, vous pouvez aussi les mettre sur School, mettre votre message sur School pour dire: «J'ai un problème» et moi, je vais aller les voir et je pourrai répondre directement. OK? Ou demander à vos parents de mettre un message sur School et donc du coup, donner l'accès à vos parents à School et comme ça, vous pouvez enfin, on pourra discuter ensemble aussi comme ça. Est-ce que vous avez un truc ou des tips par rapport à l'épreuve de maths sur Sésame et l'impossibilité d'utiliser une feuille de papier et de tout faire sur ordi? Comment est-ce qu'on utilise en mieux l'informatique versus le papier? En fait, pour l'épreuve de maths de Sésame, on n'a pas besoin, au vu des questions, de rédiger normalement. Parce que le seul truc que vous pouvez utiliser, c'est utiliser la calculatrice pour stocker des chiffres. Quand vous faites votre réflexion, vous dites, OK, si vous additionnez par exemple 4 trucs, vous pouvez dire, OK, 10 plus 15, 25. Vous écrivez 25 sur la calculatrice. Ensuite, vous refaites votre calcul à côté, vous faites 12 plus 14, 26. Vous savez, OK, je dois faire 25 plus 26. Et après, vous faites votre calcul. Voilà. Et Lana demande, pour la préparation aux entretiens d'anglais, 2 fois 2 heures, c'est suffisant. Bah, j'en reparlais avec Eve, qui a mis en place la préparation en anglais et qui a préparé beaucoup d'étudiants l'année dernière. Elle me dit c'est suffisant. Et pour la préparation en anglais, est-ce que j'ai d'autres conseils? Ouais, je peux donner comme conseil pour la préparation aux oraux d'anglais de lire l'actualité et notamment l'actualité en anglais, si tu veux, ça peut t'aider. Ça peut t'aider parce qu'en fait, après, tu vas apprendre le vocabulaire pour parler de l'actualité en anglais et avoir un vocabulaire un peu plus spécifique aux questions qu'on pourrait te poser. Ensuite, ouais, il faut que tu te travailles ta présentation en anglais. Faut que tu, comment dire, t'entraînes à répondre aux questions en anglais. OK? Et dernière chose aussi, quand vous faites heu, vos entretiens avec, vos profs, si vous avez un track anglophone et que vous avez des entretiens qui sont 100 en anglais et que vous voulez travailler ça, n'hésitez pas à me le dire et en réalité, les profs, ils pourront vous les faire passer. OK? Vos entretiens en anglais aussi, si nécessaire. Donc ils connaissent pas, il y a que les profs d'anglais, en fait, qui connaissent les spécificités des épreuves d'anglais. Par contre, pour faire un entretien de personnalité en anglais, tous les profs peuvent vous le faire. Quasiment. Et l'épreuve de LV2 au concours Sésame, elle est sous le même format que l'épreuve de LV1. Oui, Camélia. Je n'ai pas réussi à trouver la fonction binomiale chez Matt Bernoulli lors de la séance test Access, c'est normal. Alors Erwan, si tu regardes bien comment nous on a travaillé et on a préparé la loi binomiale pendant les cours, on n'a jamais utilisé de fonction binomiale chez Matt Bernoulli. Je vous ai appris à tout calculer. Donc regarde les cours, je vous ai appris à tout calculer. Vous n'avez pas besoin de fonction ou de fonction binomiale de chez Matt Bernoulli. Sur le, vous ne faites pas la calculatrice, le truc, vous devez le faire à la main, hein. Et pour le faire à la main sur papier, je vous ai tout appris à faire. Donc, si tu as un doute sur ça, re-regarde les cours sur la loi binomiale. Je réexplique vraiment tout, précisément, sur comment vous devez faire et vous avez besoin de rien du tout. Juste la calculatrice, vous avez besoin juste d'une calculatrice basique pour faire des petites multiplications. Et des puissances aussi. En gros, tout est expliqué normalement. Donc, tu n'as pas, sur la calculatrice d'accès, tu n'auras pas du tout ça, hein. Si tu vas le faire à la mano, le calcul. Et c'est pas compliqué, je vous ai tout expliqué, c'est pas très compliqué. T'inquiète pas.
Mais du coup, je t'invite à revoir vraiment les replays des cours où on a vu ça. Bon, merci à tous pour votre participation. Voilà, j'espère que ça a été instructif, que ça vous a vraiment aidé. Euh, du coup, je vous renverrai toutes les informations pour vous inscrire aux épreuves orales demain. Si vous savez ce que vous voulez faire, ne traînez pas trop. Le jury, il est composé de combien de personnes? Pour Noémie, ça dépend des écoles. Ça va être 2 personnes en général, mais ça pourrait être 3. Euh, et, euh, et donc, dernière chose aussi, c'est si vous voulez faire le week-end de révision, vous voulez encore vous inscrire, il faut vous inscrire, faut pas tarder. Enfin, pour Access, il faut vous inscrire aujourd'hui. Pour Sésame, vous êtes qu'à vendredi. Voilà. Ok, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne chance à tous pour vos épreuves écrites et évidemment bonne chance à tout le monde. Et juste, je tiens à vous dire, cette semaine, enfin la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de cours. Ok? Et pour la semaine encore suivante, c'est la semaine pendant laquelle vous allez passer le concours Access, peut-être que je rajouterai des petites séances gratuites par-ci par-là à la demande des étudiants. S'il y a des points que vous voulez retravailler, là, vous me le dites. Et si on peut faire une petite séance d'1 heure, je vous le ferai. Je vous le ferai. Ok? Voilà. Bonne soirée, bonne journée tout le monde, bon dimanche, et je vous envoie le replay demain. Merci.